Alto déclinisme, alto masochisme, il est temps de promouvoir le fabriqué en France. Dans notre pays, il y a des savoir-faire formidables, il y a des salariés qui sont bien formés, il y a une capacité d'innovation, d'invention extraordinaire, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. Mais il y a des dirigeants, une élite dirigeante en tout cas, qui n'a de cesse depuis 10 ans, depuis 20 ans, de dénigrer les entreprises françaises, les savoir-faire français. Alors, dans le cadre de cette campagne, on a une petite émission qui s'appelle Fabriquer en France, dont l'objet c'est justement de mettre à l'honneur les salariés, les entreprises françaises qui innovent, qui ont de l'audace et qui font honneur à notre pays. Ça s'inscrit évidemment dans la logique du protectionnisme solidaire qui est porté par la liste aux européennes de Manon Aubry. L'idée c'est quoi? C'est qu'à un moment, l'Europe ne peut pas être l'idiot du village planétaire. Les États-Unis se protègent, la Chine se protège, le Japon se protège, le Brésil se protège, et nous serions le seul continent à ne pas vouloir promouvoir et défendre nos entreprises et nos travailleurs. Émission exceptionnelle, c'est la dernière. Invité exceptionnel, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, à ma droite pour une fois. Bon, on va évoquer plusieurs sujets, mais vous vous souvenez quand même qu'on a passé en revue différents types de productions. Il y a eu bien sûr une première rencontre à Alstom qui était passionnante, parce que Alstom c'est vraiment là où tout se noue, c'est-à-dire une entreprise d'excellence, des savoir-faire incroyables, et des dirigeants qui n'ont eu de cesse finalement d'abandonner cette entreprise avec un scandale qui est un véritable scandale d'État, qui est la vente d'Alstom, une partie d'Alstom en tout cas, General Electric, et une fusion qui était en réalité une absorption heureusement avortée avec Siemens. Mais on avait vu aussi, comme vous vous en souvenez, des usines de chaussettes, la Bonal, comme quoi il y a encore des entreprises textiles en France, des entreprises qui fabriquent du meuble industriel design, Tolix, qui est victime de la contrefaçon mais qui arrive à s'en sortir. Et à l'autre bout de la chaîne, des agriculteurs bio, des viticulteurs bio, qui ont anticipé sur les pouvoirs publics la transition écologique de l'agriculture. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que moi je pensais qu'en leur parlant de planification écologique, j'allais les effrayer, pas du tout. C'est d'ailleurs là qu'on voit que le peuple français est souvent en avance sur une partie de ses élites. On leur parle de nationalisation, on leur parle de planification, on leur parle de protectionnisme, ça fait plus peur à personne. Il y a un point dans ce que tu viens de dire, Emmanuel, qui me paraît important à souligner. C'est d'où vient cette mode de l'autodénigrement. Hein, je vois bien, moi aussi, quand je commence à parler du sujet, des fois il y a des gens qui sont presque indisposés parce que ça leur paraît être une forme de nationalisme. Hein. Exactement. Bon, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre l'amour de la patrie républicaine et le nationalisme d'une manière générale. Mais dans le domaine de l'industrie, il faut bien comprendre qu'il y a une racine dans la propagande de certains secteurs du capitalisme français. Dans les années 74, autour des centristes et de M. Giscard d'Estaing, il y avait l'idée que la France devait absolument cesser d'abord de travailler pour elle-même et pour la zone européenne, mais qu'elle devait s'ouvrir sur le monde et prendre sa place dans la division internationale du travail. Ça, c'est les années 70, et ça a duré dans la forme la plus extrême dans les années 90 et le début du 2000. En quoi ça consistait? C'était l'idée, les savoirs intellectuels et la capacité d'acquérir sont ici. Le faire se fait ailleurs. Exactement. Alors on disait... c'est la division du travail, comme voilà. il disait. Et leur idée, c'était que la Chine, l'Inde et d'autres pays allaient être les ateliers concrets du monde et que nous, on fabriquerait les objets à très haute valeur ajoutée, voire on fabriquerait rien du tout. Et on a eu le modèle de l'économie de service. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça voulait dire, là je te rassure, ils ne comptaient pas mettre des coiffeurs partout, hein, Non. mais des services financiers, des assurances et ainsi de suite. Et on a eu un grand patron qui est une espèce de concentré de ce que la France peut produire de pire, c'est-à-dire un mélange de hauts fonctionnaires qui deviennent des patrons du privé avec une mentalité que l'on connaît, qui avait dit, son but c'était d'avoir une usine sans mur et sans ouvriers. C'est-à-dire d'Alcatel à l'époque. Voilà. De sinistre mémoire, parce que c'est un fleuron français de la basse tension qui a été passé par-dessus bord. Et notamment avec les machines qui servent à poser les câbles en mer, tout ça a été vendu à Nokia en même temps. Et dans l'affaire de Sturrup, puisque tu l'as nommé, non, c'est pas toi qui l'as nommé. Si, je l'ai nommé. Il était très représentatif du patronat de cette époque, et c'était le rêve d'être tous Nike.
Nike, c'est une boîte qui disait, nous, on ne fait pas de chaussures, on a des dollars et une licence. C'est-à-dire, n'importe qui peut fabriquer du Nike à condition de respecter les normes de production et d'accepter d'être très mal payé. C'était ça leur rêve. Et tout le capitalisme de ces 20 années-là a passé son temps à essayer d'externaliser. Alors, ça peut correspondre aux intérêts du capital, il faut quand même bien l'admettre. Ça peut être plus rentable, ça peut lui rapporter des dividendes plus élevés. J'achève. Ce qui se perd au passage, c'est quelque chose dont eux n'ont aucune idée. Parce que pour un libéral, le marché va allouer la ressource au bon endroit. Mais ils oublient un facteur, le facteur humain. Or, produire, c'est un facteur humain. Les machines ne produisent pas toutes seules. Personne, le capital ne travaille pas. La seule personne qui travaille, c'est le salarié. Et à partir de là, tout ce qui est humain, tout ce qui est qualification, connaissance, entre en ligne de cause. Là, nous parlons d'Alstom. Je vais donner l'exemple d'une boîte, c'est GE, qui était autrefois Alstom, à Grenoble. C'est une entreprise qui fabrique des turbines, c'est des grandes roues qu'on met dans les barrages. Ces roues fonctionnent avec des pelles qui ont une forme particulière, des pelles fortes, ça s'appelle enfin une pelle, tu vois, c'est une coupole où la flotte descend et fait tourner. Il faut un angle, il faut ceci, il faut cela, c'est quasiment du cousu humain. Cette entreprise était tellement efficace que non seulement elle a équipé tous les barrages français, mais 25% des barrages du monde ont une roue pelle forte fabriquée par des Français. Quand je suis allé les voir, parce qu'elle est devenue GE entre-temps, General Electric, j'ai dit au gars, ça fait longtemps que vous bossez ici? Et le type me répond, oui, 120 ans. Et il voulait me dire, dans cette entreprise, ça fait 120 ans qu'on produit ça et on se transmet le savoir. Parce qu'y compris à l'intérieur de la qualification, du savoir, il y a le savoir abstrait, une partie du savoir concret, c'est-à-dire comment je m'y prends, comment le matériau doit être traité, etc. Puis l'évolution de ce savoir concret, en même temps que les machines changent. Parce que les machines changent, et peut-être que ça change lentement dans l'industrie lourde, mais ça change aussi. Donc ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en cours de route, ils perdent l'essentiel, c'est-à-dire les êtres humains. Et ça, tu ne fais pas machine arrière après. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts et dire hey, « j'ai des payes à proposer pour que surgissent les gens qui savent le faire ». Et pour un gouvernement comme le nôtre, il est absolument décisif d'avoir dans le pays la réserve de savoir-faire, de qualification qui va nous permettre de reprendre tout ça à zéro, parce que figure-toi que la planification écologique et la transition écologique de l'industrie, ça va être quelque chose. Oui, mais c'est en ça que c'est exaltant. Je reviens quand même sur le panorama que tu dresses d'abord. Dans ces errements des capitalistes depuis les années 70 qui se sont en effet accélérés au moment de la révolution conservatrice, il y avait cette idée complètement absurde en réalité. Parce qu'il faut toujours rappeler que ces gens-là n'ont pas un comportement rationnel. Que ce soit les marchés ou les capitalistes, ils n'ont pas forcément un comportement rationnel. Cette idée qui était la leur, selon laquelle nous, on avait la haute valeur ajoutée, la capacité d'invention, et que le reste du monde allait être un atelier, c'était quand même totalement déconnant. Pourquoi? Parce que la Chine, l'Inde, ils sont aussi intelligents que nous. Et eux-mêmes... Ouais. Ils sont là depuis plus longtemps. Oui, alors ça nous amènerait trop loin, ça nous amènerait à 3000 ans, voire plus, avant notre ère. Mais évidemment, eux aussi, ils se sont mis à inventer, à se mettre sur le marché des nouvelles technologies, des hautes technologies en tout cas. Et il y a eu une sorte de panique des capitalistes, mais qui n'ont pas su trouver de réponse adéquate, à part peut-être cette nouvelle religion, qui est la religion officielle aujourd'hui de l'Union européenne, qui est celle du libre-échange. L'idée, c'était qu'il fallait absolument intensifier les échanges commerciaux, que c'était finalement la dernière façon de créer de la croissance dans leur logiciel. Et je reviens aussi sur autre chose, parce qu'il y a un décalage quand même entre un tout petit nombre de gens, on pourrait nommer élite, mais je ne vois pas en quoi ils représentent une élite, dont Macron est d'une certaine façon l'incarnation chimiquement pure, c'est-à-dire la synthèse entre la noblesse d'État, enfin il s'appelle comme ça, et les élites néolibérales, et qui a une vision finalement assez abstraite de l'économie réelle. Et eux sont profondément hostiles, presque génétiquement hostiles au patriotisme économique. Ils considèrent que, déjà le patriotisme, ils ont un rapport compliqué au patriotisme, parce que pour eux, aimer son pays, c'est déjà être nationaliste. Ensuite, il y a quand même quelque chose de l'ordre du défaitisme, de la résignation, qui consiste à dire systématiquement, au début,
La France, c'est une puissance moyenne, c'est une puissance en déclin. Et donc, forcément, il faut se soumettre à d'autres. D'où les milliers d'articles sur le modèle allemand, le modèle ceci, le modèle américain, qui consistent systématiquement à dénigrer notre pays, alors qu'il suffit d'aller à la rencontre des gens, des ouvriers qui sont très qualifiés, des entreprises, pour se rendre compte que c'est tout sauf ça. La France est une magnifique puissance économique, industrielle, avec des chercheurs. Il faudra en parler, la recherche aussi. Quand on voit comment les gouvernements successifs, les uns après les autres, ont sabré dans les crédits de recherche, quand on voit les conditions de travail aujourd'hui au CNRS ou dans plein d'autres organismes, alors qu'on a des mathématiciens géniaux, des physiciens formidables, des écoles de formation incroyables, ça aussi, ça fait partie de ce défaitisme qu'on doit combattre. Et d'ailleurs, moi, c'est ça que je retiens aussi de cette campagne, c'est qu'on a quand même, contrairement à la caricature, insufflé un vent optimiste et positif qui consiste à dire faites confiance en vous-même et faites confiance en la France parce qu'on a largement de quoi aujourd'hui rayonner et pas seulement rayonner intellectuellement ou politiquement mais aussi rayonner économiquement dans l'Union européenne et même dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Moi je me suis beaucoup interrogé sur leur psychologie, leur mentalité, de ce que tu appelles, on appelait comme ça par rapidité les élites. En réalité, à mes yeux, ce ne sont pas des élites. Non, bien sûr. Parce que tant de bêtises accumulées, tant d'erreurs, tant de désastres. Mais il y a derrière tout ça une grande logique. Il s'agit pour eux de fabriquer le grand marché unique du monde, à l'intérieur duquel les marchandises circuleraient librement et les gens resteraient dans des cages nationales, sans pouvoir se protéger des effets que ce nivellement de la production donnera. Que ce soit par les goûts qui sont refaits, je veux dire, il y a un goût mondial pour le vin, par exemple, il est fabriqué, c'est un archétype, des goûts mondiaux pour ceci, des goûts mondiaux pour cela, même des apparences physiques mondiales, on le voit dans les revues qu'on peut feuilleter. C'est-à-dire le capitalisme ne se contente pas de produire les marchandises, il produit aussi les consommateurs de ces marchandises. Oui, il y a une forme d'uniformisation. Voilà. Mais eux, revenons à ceux qui dirigent et qui décident, cet objectif les conduit à être hostiles à tout ce qui ressemble à une volonté de relocalisation. Il n'y a de bon positionnement pour eux que celui qui permet de profiter de la plus grande différence de salaire ou de la plus grande différence en défaveur de la protection de l'environnement, c'est-à-dire partout où ils peuvent le plus facilement externaliser les coûts de production. Alors, j'ai des ouvriers, oui, mais si ils sont malades, je dois avoir le droit de les foutre dehors. Et si jamais il faut les soigner, c'est pas moi qui m'en occupe. Ils doivent venir à l'usine, peut-être bien, mais débrouillez-vous pour qu'il y ait une route, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, la production capitaliste externalise la plupart des coûts de la production elle-même. Elle n'en garde qu'une toute petite partie, celle qui consiste à faire travailler les gens. Et là, même à l'instant où la personne met ses mains dans la machine ou dans l'objet, le capitaliste ne voudrait compter que le moment qui produit quelque chose. J'ai été frappé dans le débat sur la loi sur les 35 heures, de l'intensité de la volonté de rabioter. Alors, ils voulaient compter dans le temps de travail, nous on voulait compter toute une série de choses, alors eux, ils voulaient montrer qu'ils donnaient très largement. Donc, ils voulaient en retirer du temps de travail payé, les pauses pipi, les pauses casse-croûte, et ainsi de suite, tout ce qui correspond à l'humanité du salarié. Il y a donc une cohérence absolue. Mais là où je te donne 1000 fois raison, et je pense que c'est la bonne façon de présenter les choses, c'est que ces gens ils n'ont que la rationalité de leur propre système. Mais ils n'ont aucune rationalité sociale, parce que tous, ni environnementale, maintenant nous le savons. Surtout. On ne le savait pas. Oui, on ne le savait pas. Non, il y a une génération, il y a 2 ou 3 décennies, bien sûr on pensait qu'il y avait un problème, mais personne n'imaginait qu'on en serait au point où nous voici rendus hier à Mexico, où on a arrêté tous les chantiers de Mexico parce qu'il tombait du ciel une étrange matière qui couvrait le sol comme une espèce de neige noire, et le président de la République a décidé que les enfants ne devaient pas aller à l'école et que tous les chantiers étaient arrêtés. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une phase de la catastrophe climatique qui est entièrement et exclusivement attribuable à la manière avec laquelle nous produisons et à la désinvolture avec laquelle on externalise les coûts de production. Si dès le premier jour on avait dit, écoutez, vous balancez combien de CO2, alors vous allez nous
nous arranger ça avant que ça soit dans l'air, bah, nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui. Mais dès le premier jour, on a dit on s'en fiche, c'est pas à nous de payer ça, disaient les grands patrons. Donc quand tu parles de relocalisation, il faut bien que tout le monde comprenne que c'est la seule attitude écologique soutenable. Si nous ne relocalisons pas, nous continuerons à transporter d'un bout à l'autre de la planète des marchandises inutilement, comme le dit notre camarade Kamel qui est sur la liste, hein, le routier. Oui. Il dit, ah ben moi c'est terrible, j'arrive de Paris avec un camion, il y a du jambon, je vais à Parme et je livre le jambon, et à Parme je remonte du jambon. Hein. Il est vrai qu'entre-temps, le cochon est devenu du jambon, et puis en étant traité à Parme, il est devenu du jambon de Parme. Voilà l'explication de ce grand déménagement. Mais la nouveauté, c'est qu'ils se mettent à faire déménager les personnes dans des conditions extrêmement tragiques. Par exemple, 20% de la population roumaine a quitté la Roumanie. Ouais. Une bonne partie étant travailleurs détachés. Les Roumains gagnent plus en venant en France qu'en étant en Roumanie, à condition d'être traités comme des animaux, ce qui est le cas sur les chantiers, c'est-à-dire très mal. Et quand il y a quelque chose à faire en Roumanie, comme les bons ouvriers sont partis en France, alors ils font le trouver ailleurs. Ils font donc venir des Ukrainiens, qui eux coûtent au salaire moyen 130 €, hein, le SMIC. C'est moins qu'un Chinois, hein, ouais. Un Ukrainien. De toute façon, c'est toujours moins. Oui, il y a une sorte de dynamique qui fait que les Chinois deviennent même trop chers, on fait appel aux Vietnamiens qui eux-mêmes sont trop chers, on va au Bangladesh, et l'idéal ultime, en réalité, des capitalistes d'aujourd'hui, revient presque au servage, au esclavage, puisque seul compte le coût. Mais ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que quand on parle de protectionnisme solidaire, il faut bien voir que c'est une méthode pour revenir à cette nécessaire et indispensable relocalisation. Quand on dit relocalisation, c'est pas juste parce que par trouvaille intellectuelle, c'est parce que d'un strict point de vue environnemental, ça devient d'une urgence absolue. Il y avait l'urgence sociale et économique qu'on voyait bien, hein, parce que les délocalisations ont fait un mal fou à notre pays et notamment à tout l'est de la France. Mais aujourd'hui, confronté qu'on est à cette situation d'urgence écologique, ça devient la seule façon de s'en sortir. Pourquoi on parlait de rationalité tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de rationnel et de soutenable dans un système comme celui qui est à court aujourd'hui, qui consiste à cueillir des tomates toutes vertes en Europe, on les fout sur des cargos, elles sont transportées jusqu'en Chine le temps de mûrir, elles sont transformées en Chine, et ça redevient de la sauce tomate qu'on réexporte en Europe. Ça, on est dans un système, mais on pourrait parler du cabillaud, pareil, qui est pêché en Atlantique Nord, qu'on congèle, qu'on balance en Chine, qu'on conditionne en Chine, et qu'on réexporte après en Europe. Ben ça, c'est pas seulement le grand déménagement du monde, c'est un système qui court à sa perte. Là où moi je serais quand même optimiste, et d'ailleurs c'est peut-être le vrai débat idéologique qui nous oppose aux macronistes, c'est que moi je ne pense pas que Macron soit le début d'une nouvelle ère. Je crois qu'au contraire, il clôt un cycle, qui est le cycle néolibéral, libre-échangiste. Et qu'on est en train, alors c'est pour ça qu'on est dans le tâtonnement, c'est pour ça que le climat est parfois difficilement palpable, le climat politique, mais on est en train de changer complètement d'air. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant dans cette campagne, c'est que d'une certaine façon, les thèmes que tu avais portés, par exemple, en 2012, même en 2017, qui semblaient parfois marginaux ou en tout cas minoritaires, sont en train d'acquérir une forme quasiment hégémonique. Je disais tout à l'heure en plaisantant, quand on parle de planification avec les gens, en réalité, à l'exception de quelques éditorialistes et quelques dirigeants d'entreprise, ça ne choque plus personne. Et même la nationalisation. Enfin, regardez ce qui se passe, qui est quand même quelque chose de très important. Sur tout le débat autour des privatisations, les barrages, aéroports de Paris, Française des Jeux. Le fait d'arriver à fédérer des gens aussi différents sur la question de la privatisation d'aéroports de Paris, qui disent non, ça c'est pas possible. Il faut continuer à ce que ça soit dans le patrimoine public. Mais ils vont même plus loin quand tu discutes avec les gens. Et j'ai envie de dire, même les gens de droite. Ils te disent, bah, les autoroutes, c'est un tel scandale, c'est la telle illustration de la vieille thèse socialisation des pertes, privatisation des profits, que les gens, ils en ont marre et disent, mais il faut que ça revienne dans le patrimoine public. Et donc, des thèmes qui pouvaient paraître presque marginaux, protectionnisme, nationalisation, planification, reviennent vraiment au cœur des préoccupations des gens. Ça, c'est quand même très encourageant pour la suite. Dans ce que tu dis, le point sur lequel moi j'insisterai, et bien sûr je suis d'accord avec ta présentation, c'est quand on fait le bilan global de ce que la forme du capitalisme de notre époque détruit. Nous évoquons les travailleurs épuisés, en burn-out,
mal payés, avec toutes les conséquences que ça a. Nous évoquons la catastrophe climatique qui est entretenue par des pratiques irresponsables. Mais regardons quelque chose à quoi peut-être on ne pense pas assez, c'est la destruction d'intelligence. Parce que de faire de tout une marchandise, y compris du savoir, démanteler l'État, avoir de la recherche cette vision grossière, tu sais, de ces plaisanteries de rustres, qui disent vous avez assez cherché, maintenant il faut trouver, qui considèrent que la recherche est d'abord de la recherche pratique, et ont à l'égard de la recherche fondamentale un mépris absolu. Mais la recherche fondamentale, ce qu'elle a de choquant pour un capitaliste, un productiviste, c'est qu'il faut bien le comprendre. On ne sait ni ce qu'on cherche, ni même ce qu'on va trouver. On avance, il y a quelque chose de poétique dans la recherche fondamentale. On va d'une énigme à l'autre, et des fois on trouve chemin faisant, réponse à une question qu'on ne se posait pas, alors qu'on est en train d'en chercher ailleurs. Et il faut accepter ça, parce que tel est l'esprit humain. Mais si on casse ça, si on casse cette chaîne de transmission entre les générations, qui fait que ce phénomène qui est typiquement et profondément humain, anthropologique, est la culture cumulative. C'est-à-dire vous accumulez en vous des savoirs, et puis de ça, il sort un jour ou l'autre une goutte d'un produit que vous ne connaissez pas. Et qu'on coupe à l'intérieur de l'individu, parce qu'on le soumet à des normes de production qui ne sont pas les siennes, alors on va diminuer la capacité d'invention de l'humanité. Je vais prendre l'exemple de Sanofi, qui est une boîte qui a été créée à partir du démembrement de la pétrochimie française. Et Sanofi, il n'y a pas longtemps, s'est vu muni de 2 PDG extrêmement guerriers, et maltraite tout le monde, évidemment, par rapport à ses objectifs. Un jour, j'étais à une manif, marche à côté de moi un gars, et je lui dis, vous avez bossé longtemps? Il me dit, ah oui, moi j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez? C'est moi qui ai trouvé la molécule qui dissout les caillots sanguins. Ce type a dû sauver, je sais pas, peut-être 400, 500 000 personnes dans le monde. Et il était là, et je lui dis, ça vous a bien payé? Il dit, ouais, ma paye était pas mal. Je dis, ils vous ont donné un petit quelque chose? Il me regarde. Il me dit, mais non, pourquoi faire? Je faisais mon boulot. Voilà quelle était sa façon de voir. Dorénavant, c'est plus comme ça que ça se passe. On vient, les chercheurs sont là, et ils posent, on leur dit, bon, vous faites quoi, vous? Moi, je cherche une molécule pour quand on a mal au genou. Bon, d'accord, combien de temps ça va prendre? Il y en a au moins pour 4 ans. Combien de temps pour être mis sur le marché? Oh, il y en a au moins pour 3 ans, 7 ans. L'autre à côté. Ben moi, je cherche une molécule pour que les cheveux blancs, quand on les nettoie, ne deviennent pas jaunes. Combien de temps ça peut prendre? Oh, ça va pas aller bien loin, hein. Il y en a pour 1 an. Combien de temps il faudra pour le mettre sur le marché? 6 mois. 1 an, 6 mois. Donc c'est là que va l'argent. Ben oui. Et toi, là-bas, tu cherchais autre chose, c'est plus notre affaire. C'est ça. Donc, on oriente l'inventivité humaine, on oriente le sens de la découverte et de la recherche, et quelque chose est perdu. Je vais prendre un exemple français de ce qui pourrait se perdre. On a trouvé un petit pot en fer sur une plage des Landes. Il avait 2800 ans. C'est pas mal. Avant notre ère. Il lui a fallu le temps d'arriver du point de départ, qui est là-bas, à mon avis, en Irak. D'accord? Il lui a fallu plus de 1000 ans pour arriver sur cette plage. Pas l'objet lui-même, le savoir-faire. D'accord? Aujourd'hui, en 2 heures ou en 3 heures, on ferait des pots dans une matière nouvelle parce qu'on a l'Internet, parce qu'on a les machines qui copient en 3D. Ce qui signifie que l'humanité est à la veille de se soulager d'une manière extraordinaire des difficultés qu'elle rencontre, parce qu'elle peut mettre à contribution l'inventivité de la Terre entière, dans un délai de rapidité absolue. Donc, je partage ton optimisme, mais il faut que sa base soit restaurée. Il faut donc que l'être humain soit restauré dans tout ce qu'il est, dans tout son potentiel, plutôt que limité à sa capacité de consommateur préfabriqué de marchandises dont il n'éprouvait pas le besoin, mais qu'on vient lui suggérer. Parce que, pour terminer sur mon anecdote, ça n'a aucune espèce d'importance que les cheveux blancs soient plus ou moins blancs ou plus ou moins jaunes. Par contre, il y a une très grande importance à ce qu'on puisse réfléchir librement à la façon de produire quelque chose qui fasse qu'on arrête d'avoir mal au genou. Et c'est là qu'on en revient à la confrontation politique. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'actes, d'accusations que nous devons dresser contre Macron, contre la droite française et même une partie des socialistes. L'état de la recherche publique, tu faisais allusion, et c'était très beau et très juste, à la recherche fondamentale. Et d'ailleurs au caractère éminemment, poétique,
il y a de la poétique dans les mathématiques, il y a même de la poétique dans la sismologie, et en même temps, ça aboutit à... Il y en a qui disent qu'il n'y a que de la poésie dans les mathématiques, mais là, c'est aller un peu loin. Je suis pas sûr quand même. Enfin bon, j'ai des souvenirs qui sont de plus en plus lointains, mais il y a quelque chose de... Des maths ou de la poésie? Non, la poésie, c'est quotidien. C'est les mathématiques, c'est lointain. Mais non, mais il y a des textes très beaux dans l'Antiquité qui filent la comparaison entre la mathématique et la poésie. Mais au-delà de ça, quand on voit, depuis Sarkozy en gros, toutes les coupes drastiques dans les budgets de la recherche, d'ailleurs ça ne s'est pas amélioré avec Hollande, au point que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont CNRS, soit en physique, soit en maths, soit en informatique, soit en chimie, des gens qui sont extraordinaires. Et d'ailleurs, faut savoir leur rendre hommage, parce que moi, quand j'ai des copains à qui des boîtes privées proposent 3, 4, 10 fois plus de salaire pour aller bosser chez eux, et qui disent non, moi je continue parce que j'ai le sens du service public, parce que l'intérêt général, ça construit ma vie, quand même, il faut leur rendre hommage, parce que en ce moment où la fonction publique est à ce point attaquée, oui. Ça c'est quand même un combat pour nous aussi prioritaire. Mais je reviens sur la confrontation politique, et je reviens sur l'exemple d'Alstom. Là, quand même, il est temps de dire on accuse, nous accusons. Et nous accusons notamment M. Macron. Parce que ce qui s'est passé à Alstom, et moi je connais bien le site de Belfort, mais on pourrait parler des autres, quand on voit un site à ce point stratégique pour l'économie française, je dis bien un secteur clé, quand je vois l'excellence des savoir-faire, c'est quand même, on avait une boîte parmi les plus inventives au niveau mondial, qui est bradée aux Américains, dans des conditions hyper louches. Parce qu'on sait aujourd'hui... C'est là sur la base d'un chantage. Et tout ça est sur la base d'un chantage, avec l'idée d'extraterritorialité du droit américain, donc il faudrait quand même un jour, à un moment, que l'Europe combatte. Mais quand on voit comment on a vendu une telle entreprise d'excellence à des Américains qui se sont engagés, et les pouvoirs publics à l'époque ont fait mine de les croire, qu'ils allaient restaurer l'emploi, embaucher, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, et notamment sur le site de Belfort, il y a concrètement des menaces avec des centaines de licenciements qui seraient prévus. Moi, je parle de trahison. De la même façon que quand monsieur le maire nous a expliqué avec quasiment des trémolos dans la voix que c'eût été formidable de créer un géant européen en fusionnant ce qui restait d'Alstom avec Siemens, alors qu'en réalité, d'abord, ils sont pas complémentaires, ils étaient en concurrence. Que par ailleurs, ce que fait cette branche-là d'Alstom marche très bien. Eh bien, là aussi, c'était un abandon en race campagne. Et moi, ce que je reproche, et on devra le dire avec force dans les mois et les années qui viennent, ce que je reproche à ces dirigeants, c'est d'avoir abandonné des pans entiers de nos savoir-faire et de nos industries. Et ça, c'est très grave. Oui. Et ils ne s'en sortiront pas comme ça. Non, je pense que c'est leur motivation qui doit être interrogée. Parce que sur Alstom, tu as 1000 fois raison de rappeler. Ils pleurnichaient parce qu'on n'a pas pu... L'opération s'est faite comme ça. Ils ont donné une partie d'Alstom à General Electric en disant General Electric travaille en France, c'est une boîte française, elle va très bien. Résultat, General Electric aujourd'hui est en difficulté bien sûr. Et en faillite. Alors on peut quand même ricaner parce qu'elle va mal, parce que le marché des turbines va mal dans le monde. Et que la partie d'Alstom qu'on lui a refilée, c'est justement les turbines. Mais nous, les Français, les turbines, ça nous concerne de très près, parce que ce sont des machines extrêmement précises, ça serait quasiment au micron, de toutes les tailles, mais il y a... Nous, on est pour arrêter avec le nucléaire, mais en attendant, les turbines qu'on met dedans, on veut mieux pouvoir savoir qui les fait et comment. Et jusque-là, c'était fait par Alstom, et pas que ça, hein. Les turbines des sous-marins, et ainsi de suite. Ouais. Bon, ils refilent les turbines, patatras, c'est justement cette partie-là du marché qui s'effondre. Et ils donnent d'Alstom le transport, et c'est justement cette partie-là qui bondit. Donc, puisque ce sont, paraît-il, des super cerveaux et des super esprits, on est quand même frappé de voir que leur décision est mauvaise de A jusqu'à Z. Et le résultat aujourd'hui, qui finalement fait sourire, c'est qu'à un moment donné, on a eu un Premier ministre qui avait dit Alstom, ça ne vaut pas un franc, de l'époque. Hein, et puis, il y en a eu un qui quand même a eu un bon réflexe, c'est M. Sarkozy, qui a décidé de mettre la main sur Alstom pour empêcher que ça en aille en morceaux. Ils ont convoqué Bouygues pour en acheter un bout. Ce qui prouve qu'on peut demander des fois aux capitalistes de faire des efforts. Oui, mais si tu veux, moi, les capitalistes, je fais le tri dedans. Il y a ceux qui sont là et qui ne peuvent pas s'en aller.
du genre Bouygues parce qu'il construit des bâtiments. C'est impossible de délocaliser la construction d'une autoroute autour d'un immeuble dans Paris et le faire fabriquer à Shanghai. Ça, c'est pas possible. Alors, avec cela, on discute. Le gars, il met des sous avec la certitude que tant d'années après, on lui rachèterait au niveau de... Et quand il s'agissait de vendre, on lui a dit « Ah ben monsieur, vous allez faire 500 millions de bénéfices, c'est pas mal. » Alors il commençait à dire vous m'avez promis, il faut le faire. Et puis voilà, tout d'un coup, le marché change, et que cette année, Alstom, transport, qui devait être dans la catastrophe, dans le rouge, avec des problèmes de toutes sortes, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Rapporte beaucoup d'argent, au point que M. Bouygues a gagné 3 millions avec ses actions placées chez Alstom cette année. Plus que 3 millions. Non, mais cette année, c'est 300 millions. Pardon. 300 millions. 300 millions. Excuse-moi, tu as raison. 300 millions. C'est une somme considérable. C'est les 2 tiers de ce qu'on lui avait promis s'il vendait tout. Donc, cette année, il a fait 300 millions. Il peut espérer que l'année prochaine, il va encore en faire un beau texte. Donc, ces gens qui ont pris ces décisions se sont trompés tout le long. J'ajoute que, non seulement tu as raison de dire qu'ils sont en concurrence, mais la vérité, c'est que Siemens ne sait pas faire des bons trains. En tout cas, moins bien que Eh bien, non, mais clairement, le train allemand, c'est bien, ça suffit pour ce qu'ils ont à faire. Mais du vrai train qui roule très vite, à 500 km/h, comme c'est le cas d'un TGV, dans des conditions de pointe, faire des tramways, etc., ils ne savent pas le faire. Les Français savent le faire. Et alors, ça énerve quand on dit les Français ceci, les Français cela. Bon, on peut quand même dire d'où ça vient, non? Bon, ça vient d'ici, et encore une fois, ça fait appel à des savoir-faire. Si vous fermez l'usine et que vous la réouvrez derrière, vous ne saurez pas le lendemain faire les mêmes choses. Alors figure-toi que cette histoire, pourquoi il ne faut absolument pas lâcher Alstom? Parce que le futur immédiat, il est fait de tramways, il est fait de différents trams-trains qui vont avoir des bus-trams dans toutes les grandes villes du monde, parce que c'est où ça, ou l'apoplexie. Donc il ne faut surtout pas lâcher le savoir-faire. Et quand tu parles aux salariés, ils te disent, mais nous, la transition écologique, on participe, investissez, vous ne serez pas déçus, oui, parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a déjà anticipé le truc. C'est ça qu'on fera, nous. Ouais. C'est pour ça que je le dis souvent, on me dit, oui, mais vos histoires avec les PME, qu'est-ce que ça va donner? Mais les PME, c'est un cadeau pour eux, un gouvernement insoumis. Parce que le gouvernement insoumis fait de la planification écologique. Donc il prévoit, quand tu es une petite boîte, ton principal problème, c'est pas la paye de tes ouvriers, c'est de savoir ce que tu vas devenir le lendemain. Parce que si le carnet de commandes est rempli, bah, tu fais ton équilibre, t'embauches les gars ou les filles dont tu as besoin, et en avant, tu avances. La planification écologique, c'est la politique du carnet de commandes. Et donc tous les zouaves qui nous empêchent de faire ça, on les connaît, c'est les financiers. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le programme L'Avenir en commun, il y a la limitation des pouvoirs de vote de ceux qui ne laissent pas leur argent assez longtemps dans l'entreprise. C'est pas moi qui ai trouvé cette idée, c'est l'ancien PDG de Saint-Gobain, je lui ai piqué. Pourquoi? Bah, il dit, bah non, c'est pas normal, quelqu'un qui arrive, il met son fric, il prend tout ce qu'il veut, parce qu'il a le pouvoir, et puis après il repart. Si vous ne laissez pas votre argent là-dedans un certain nombre d'années, alors, si vous dites, moi, monsieur, je ne m'engage pas au-delà de 5 ans, bah, très bien, vous avez un demi-pouvoir de vote. Je ne m'engage pas au lieu de 2 ans, vous avez 0 pouvoir de vote. Je m'engage pour 20 ans, ah, vous avez un pouvoir de vote. Dans notre programme, on n'a pas dit qu'on allait tout nationaliser. Mais je préfère pas dire les choses franchement. Parce que souvent, j'ai des amis qui nous disent « Oui, mais vous prenez des mesures et vous ne tenez pas compte du fait que ces entreprises capitalisent. » Ben si, j'en tiens compte. C'est la raison pour laquelle je fais des propositions pour que ce caractère capitaliste de la propriété ne devienne pas destructeur pour l'industrie. Et on trouvera des gens qui ont du capital et qui sont d'accord pour investir et investir dans la longue durée. Juste un point d'actualité. Parce que tu as évoqué Saint-Gobain de façon allusive, mais il y a quand même aujourd'hui des salariés qui sont inquiets. Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Pourquoi ils sont inquiets? C'est parce que là aussi, on prévoit d'ouvrir leur capital à hauteur de 60% aux Chinois. Les mecs fabriquent des canalisations pour toute la France. C'est quand même hyper important pour nous qui sommes attachés, y compris la question de l'eau. Et puis il va falloir tout refaire. Voilà. Donc là aussi, une bataille est menée parce qu'il y a monsieur le maire qui a déjà, mais ça c'est quand même, ça devient systématique chez lui, qui a déjà baissé les bras en expliquant qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, qu'on avait du mal à trouver de l'argent, que finalement les Chinois étaient peut-être bienvenus. Franchement, on sait très bien ce qu'ils vont faire les Chinois, parce qu'ils l'ont fait dans d'autres secteurs. Prendre les brevets, parce qu'en termes de recherche, là pour le coup, on avait des ingénieurs qui étaient hyper performants, et puis après, ils laisseront tomber la boîte et ils iront fabriquer
chez eux ce que nous, on pourrait plus fabriquer chez nous. Donc là aussi, il y a une bataille politique conjoncturelle, mais très importante à mener dans les semaines qui viennent. Manon Aubry, je crois, y a fait allusion, et d'autres. Hein, il y a Caroline Siat, c'est la circonscription de Caroline. Oui, c'est ça, circo. Super député de Meurthe-et-Moselle. Là aussi, on est mobilisé parce que le fabriquer en France, c'est pas seulement faire la promotion des savoir-faire, c'est aussi être en capacité de défendre concrètement nos industries et les territoires qui sont liés à ces industries. Parce que souvent, en France, on a ce lien, qui est un lien très fort entre un savoir-faire, un territoire, des salariés. Bien sûr. Bon, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien ce que nous autres, les Insoumis, on est en train d'essayer de faire avec cette liste qui est composée de gens extrêmement divers, mais qui amènent tous un talent particulier pour tenir un dossier particulier. Alors évidemment, c'est une commission qui a créé cette liste en se donnant pour objet de réunir, notamment dans le début de la liste, des gens qui sont des combattants d'une ligne de front. Alors évidemment, ils font tous pareil, hein, quels qu'ils soient. De toute façon, ils voteront contre tous les traités de libre-échange, ils voteront contre tous les traités qui vont à la guerre avec l'OTAN, mais ça, c'est la partie commune. Après, ce que chacun apporte a une très grande importance. Que ce soit Manon Aubry dans la lutte contre la fraude fiscale, parce que c'est très important, il y en a pour 1000 milliards dans toute l'Europe, ou des gens comme Marina Mesure contre le travail détaché, il s'agit de mouvements de population considérables, mais la place de chacun est aussi sur un dossier. La place d'Emmanuel Morel, c'est que c'est celui qui a la compréhension la plus profonde et la plus affinée de ce que signifie la question de la relocalisation de la production. C'est pas juste une affaire de patriotisme micro-local quand il y a une usine qui s'en va. C'est une vision globale de la raison pour laquelle la relocalisation de la production est la contribution la plus importante à la transition écologique, et que pour ça, ça présuppose l'existence d'outils, de machines, d'investissement et de savoir humain. Et que si vous coupez quelque part la chaîne qui réunit tout ça, vous la coupez entièrement et vous la détruisez. C'est ça qui va être son rôle. C'est faire attention à toutes les questions d'industrie, à tous les règlements, toutes les directives qui passent en Europe pour être le lanceur d'alerte. Et il faut dire les choses comme elles sont, le lanceur d'alerte et le lanceur de combat que nous aurons sur place. Après, quand il y en a un qui commence, je connais la musique, il y en a d'autres qui suivent. Au début, ils n'osent pas, ils ne savent pas tout très bien compris. Et puis, ils suivent. Quand Younous Omarjee a lancé la bataille contre la pêche électrique des poissons, franchement, la plupart d'entre nous ignorions qu'on pêchait électriquement les poissons, que c'était une catastrophe pareille, et ainsi de suite. Et le gars, il était tout seul, ou presque, avec une association. Et à la fin, il a fini par remporter le morceau. Là, ce sera pareil. Si on avait eu des députés de combat qui avaient réagi à temps lorsque le rail a été privatisé. À 25 voix près, on empêchait le paquet rail de passer. C'est pas rien quand même. Ça prouve que c'est un par un qu'il faut les mettre là. Alors un gars comme Emmanuel Morel, c'est ça qui va nous apporter, avec comme j'ai dit tout à l'heure, une connaissance qui est en plus améliorée par le fait qu'il fait partie de ces députés qui connaissent la France, qui l'ont voyagé, qui l'ont traversé dans tous les sens, qui savent comment sont faits les territoires et les gens qu'il y a dessus. Parce que vous savez, les territoires, c'est rien, c'est les gens qui comptent. Hein. Parce que le type qu'on a à la tête de l'État, lui, il n'en a aucune espèce d'idée. Ce n'est pas son problème, il n'y connaît rien, il n'a pas ce sentiment, il ne sait pas ce que c'est que d'être à l'Alstom Belfort. Il n'a aucune idée de ce que ça peut être. Ce que ça peut être pour le gars ou la fille qui est, pour son fils, pour son compagnon ou sa compagne de vie. Comment c'est quand quand on te dit, et toi, tu bosses où, et que tu réponds à l'Alstom. Bon, ouf, c'est comme si tu avais une médaille. Par conséquent, on te charge de nous aider à sauver toute cette fierté bien placée pour une fois. Fierté bien placée. La fierté, ça sera le mot de la fin, parce que non seulement moi je suis fier d'être sur la liste conduite par Manon Aubry, mais je suis fier aussi, tu disais traverser la France, c'est vrai que moi je ne conçois pas les campagnes électorales et même au-delà sans avoir ce sentiment quasi charnel géographique du pays et de ses habitants, parce que tu as raison, c'est impossible de séparer les territoires des habitants, encore qu'il ne faut pas négliger les paysages. Mais les paysages eux-mêmes, les paysages eux-mêmes ont été modelés au fil du temps par les habitants. Ben oui. Et il n'y a pas mieux qu'une campagne électorale pour se renforcer dans l'amour du pays. Mais l'amour du pays, c'est pas la détestation des autres, c'est juste cette fierté
de contribuer à une histoire humaine qui est en évolution. Et moi, je ressors de cette campagne renforcé par ça, et puis très optimiste, parce que je pense qu'on a encore de grandes choses à faire ensemble. C'est clair.